Maintenant, je vais passer la parole à Alain Giamy, dont je voudrais dire que je le remercie particulièrement, personnellement, moi, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques années, et depuis, il m'a fait la chance vraiment de participer à ces réflexions. Nous avons animé ensemble, et sous sa présidence l'année dernière, au mois d'avril, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Cité de la Santé de Paris, un forum qui s'appelait le Forum des pratiques innovantes en matière de sexualité handicap. Et donc, vous pouvez le noter, là, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Credavis, dans laquelle toutes les contributions ont été filmées et sont à disposition complètement gratuitement, aussi bien à l'émission d'ailleurs qu'à la uploading, comme on dit. Voilà, donc je passe la parole à Alain. Merci Jean-Luc, Monsieur le Président. Je suis très content d'être ici ce matin parce qu'effectivement, comme on l'a rappelé, comme mes collègues l'ont rappelé, ce colloque est vraiment le produit d'un long travail, depuis 1 an et demi à peu près, où nous avons eu plusieurs réunions pour essayer justement de construire cet objet. Et surtout, je crois que ce à quoi je suis très très sensible, c'est le fait qu'on s'aventure sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Vous voyez, alors aussi bien mes collègues s'aventurent sur des terrains de santé qui sont ailleurs que moi qui m'aventure chez les juristes, et je vois Bruno qui rigole, parce qu'effectivement, ça fait déjà quelques années, enfin, je ne suis plus en terrain totalement inconnu, mais la représentation que je veux, que quelqu'un comme moi ou des gens des sciences sociales, mais ça pose un problème parce que je ne sais pas si les sciences juridiques sont des sciences sociales, si elles entrent dans les sciences sociales, etc. Enfin, je ne veux pas faire de conflit tout de suite, mais disons, on va distinguer pour tout de suite les sciences juridiques et les sciences sociales. Donc, on s'aventure sur des terrains différents, on n'a pas les mêmes langages, et donc moi j'ai des représentations donc, de ce qu'est le droit, de ce que font les juristes, de ce que sont les juristes qui sont certainement, probablement controversés. Donc, je crois que c'est là-dessus, et c'est de ce point de vue que mon intervention va se situer, c'est de rappeler un peu les questions que posent les sciences sociales et de se confronter aux sciences juridiques. Donc, je me considère plutôt comme un chercheur engagé, donc avec un point de vue qui est différent de celui des acteurs de terrain, des professionnels, des personnes en situation de handicap elles-mêmes et de leurs associations, tel que ce point de vue a pu se construire au cours des 30 dernières années. Donc mon point de vue est un point de vue plutôt visant à produire de la réflexivité et de la distanciation. Et je vous rappelle que le concept de distanciation a été élaboré par Bertolt Brecht. C'est une façon de rendre étrange ce qui est quotidien et d'essayer de rendre quotidien ce qui est étrange. Donc il y a ce double mouvement de lentilles, on pourrait dire, de mise au point qui m'intéresse, donc d'essayer d'aider, disons, les personnes à comprendre, avec un regard anthropologique et ethnographique et une mise en perspective historique et une évaluation des changements. Et je me suis demandé justement quelle était la contribution des sciences que je représente à la société. Les juristes proposent des réglementations, des choses comme ça. Et je crois que l'intervention des sciences sociales a contribué et contribue toujours à l'objectivation des représentations sociales et éventuellement à leur transformation. Alors avec, je crois qu'on a des auteurs en commun, des lectures communes, donc aussi je me sers beaucoup de Michel Foucault, avec cette ambition de la parésia qui est issue du dernier cours de Michel Foucault en 1984, quelques semaines avant sa mort, où il définissait dans le courage de la vérité, où il définissait la parésia comme se dire vrai, courageux, qui vise à transformer le mode d'être de son interlocuteur afin qu'il apprenne à se soucier correctement de lui-même. Et je crois que cette définition peut concerner aussi bien les chercheurs
que les éducateurs, les intervenants de terrain, comme un peu un objectif, enfin une éthique, disons, de l'intervention visant à l'autonomie des personnes. Alors, je vais essayer de développer les points suivants. Donc, d'une part, le flou des définitions du handicap et leurs évolutions, la généalogie des sciences sociales dans le champ du handicap et de la sexualité, les thématiques développées depuis les années 70, l'arrivée des juristes et l'effacement de l'influence de la psychanalyse. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ma longue carrière dans ce milieu. Il y a 10 ans, une réunion comme celle-ci aurait été impensable sans la présence d'un psychanalyste. Et là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un psychanalyste dans la salle. En tout cas, il n'y en a pas, on n'a pas pensé à en faire intervenir, parce qu'il y en a toujours, et je le citerai, qui travaillent sur ces questions. Et justement, je crois que qu'est-ce que ça révèle finalement, ce déplacement des intervenants, disons, des disciplines des intervenants. Alors, je m'étais intéressé à la définition, justement, Jean-Luc Letellier, on a parlé, à la définition du handicap, enfin les termes handicap, handicapé, situation de handicap, etc. Surtout, je m'y étais intéressé avant la nouvelle classification de l'OMS, qui s'appelle désormais la classification internationale du fonctionnement et de la santé, mais qui s'appelait autrefois la classification internationale des déficiences, incapacités et handicap, dite la classification de Wood, et dans lequel il y avait effectivement un flou, dans lequel on observait que le terme de handicap était à la fois la conséquence des différents niveaux de déficience et d'incapacité, et en même temps le terme qui était, c'était la partie qui représentait le tout, si vous voulez. Donc on ne savait pas si le handicap était la cause ou la conséquence d'un état de santé, et avec ses répercussions sur la condition sociale des personnes. Ensuite, effectivement, quand on ajoutait un suffixe, donc un qualificatif au terme de handicap, on avait les handicapés physiques, le handicap physique, moteur, sensoriel, mental, cognitif. Donc on avait l'impression qu'effectivement, ça n'était pas la conséquence, mais c'était la caractéristique du handicap, mais d'autres utilisaient le terme de déficience, finalement, pour définir les personnes. On a beaucoup utilisé le terme de déficience intellectuelle, même une revue européenne sur la déficience intellectuelle, qui centre alors là beaucoup plus sur les personnes elles-mêmes plutôt que sur les conséquences sur la participation sociale, hein, comme on a fini par dire, ou les réponses de la société. Donc on a beaucoup parlé encore, alors, on parlait aussi des incapables majeurs, en termes juridiques, je crois qu'on n'emploie plus ces termes-là, donc, et le lien avec la responsabilité. Finalement, est-ce que le concept de handicap est une catégorie médicale, sociale ou administrative? Finalement, qu'est-ce qui caractérise un handicapé? C'est le fait d'être reconnu finalement comme personne handicapée et de bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés. Mais quand on dit les handicapés, alors on a parlé justement de l'ouverture de ce domaine aux personnes âgées, en situation de dépendance, à toute une série de maladies chroniques et de leurs conséquences, mais ce qui vient à l'esprit en termes quand on dit les handicapés, donc on n'a pas par exemple à l'esprit quelqu'un qui est atteint du sida, qui peut bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés. Et les malades du sida ne se reconnaissent pas comme des handicapés. Donc on voit bien que alors, il y a encore, disons, des flous conceptuels sur ces définitions. Donc, et maintenant, effectivement, quels imaginaires et quelles controverses va faire émerger le recours à la notion de personne en situation de handicap. C'est un peu tôt pour en parler, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on a changé de définition? Et certains veulent imposer d'ailleurs cette définition. Alors ceci me rappelle le texte d'un anthropologue
de la littérature américaine, Leslie Fidler, qui vient d'être réexhumé dans la revue Alter, sur lequel j'ai fait un commentaire, c'est un homme, c'est un littéraire qui réfléchit aux questions de handicap, qui rappelle le pouvoir des expressions et se demande s'il est souhaitable de masquer finalement le côté gênant ou obscène ou désagréable lié aux situations de handicap, et lui-même dit qu'il préfère être désigné comme un gros vieux youpin que comme une personne âgée de confession mosaïque. Alors, je veux dire, c'est lui qui parle pour lui-même, si vous voulez, et effectivement, comme on le rappelait, certaines personnes en situation de handicap vont se désigner elles-mêmes comme des boiteux, comme des aveugles, ou comme des andilles, enfin, il y a toute une série de termes. Donc je crois qu'un des apports des différentes sciences humaines, sciences sociales, c'est la réflexion sur le langage, mais ces questions se posent aussi pour les questions raciales. Il y a des termes qui sont absolument prohibés pour désigner, par exemple, les personnes d'origine afro-américaine ou d'origine africaine. Donc il y a des termes qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut plus utiliser. Donc, alors qu'est-ce que ça révèle? Est-ce que ça protège les personnes? Est-ce que ça masque des situations d'oppression, finalement? Ou est-ce que ça contribue au bien-être des personnes? Alors, au bien-être de qui? Des personnes concernées ou le bien-être des personnes qui sont en face de ces personnes qui n'ont pas envie qu'on leur rappelle finalement on n'a pas très envie qu'on nous rappelle la généalogie de nos attitudes de rejet et de discrimination, de dégoût, disons, à l'égard des autres. Alors, le handicap, donc, a été l'objet de travaux, on ne peut pas ne pas rappeler la mémoire de Claude Weil et son ouvrage fondamental sur handicap et société, donc qui traitait pas, alors qui était un psychiatre, mais qui était plutôt aussi, qui a occupé une chaire à l'école de hautes études en sciences sociales sur les questions au départ de handicap, donc qui a posé justement la question de l'insertion des personnes dans la société, et notamment, principalement, à partir de la question du travail. Et quelle était l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Mais pour avancer dans cette réflexion, une thèse, un ouvrage vient de paraître aux États-Unis sur l'histoire de la notion de handicap, qui montre finalement comment l'invention de cette notion de handicap a fait en sorte qu'un certain nombre de travailleurs ont été exclus du marché du travail, dans lequel ils travaillaient dans les champs, dans les usines, comme des travailleurs avec un statut de travailleur, qui ont perdu leur statut de travailleur au bénéfice du statut de handicapé, c'est-à-dire qui ont été quasiment réduits en esclavage, d'une certaine façon, c'est-à-dire avec un statut, disons, de salarié bien inférieur à celui d'un salarié, disons, normal. Donc, et je crois que Claude Weil parlait beaucoup de l'inversion du regard, finalement, qu'on devait avoir, et je crois qu'il est important alors, on se penche sur ces questions, et l'éclairage historique nous rappelle finalement comment les catégories sont apparues. Alors, il faut rappeler, je crois, Dominique Welch, et surtout Nicole Lederich, qui est décédée il y a quelques années, qui avait publié la première étude en France sur la question de la sexualité des handicapés mentaux, comme on disait à l'époque, on ne peut plus écrire comme ça maintenant, mais ça voulait bien dire de quelles personnes on traitait. Donc, et Nicole Lederich avait une approche d'anthropologie compréhensive dans laquelle elle avait accompagné tout un petit groupe, on dirait une cohorte en termes épidémiologiques, tout un petit groupe de femmes et d'hommes handicapés mentaux tout au long de leur existence, et c'est quand même elle qui a mis l'accent sur les pratiques de stérilisation à l'égard des femmes handicapées mentales, et en montrant justement une chose très intéressante, que ce n'étaient pas les femmes les plus handicapées, ce qu'on appelle les arriérés profonds, qui sont dans certains cas incapables d'avoir une sexualité relationnelle, mais c'était les femmes, comme on dirait, borderline, à la limite, plus ou moins handicapées en échec scolaire, qui étaient stérilisées. C'est-à-dire celles qui pouvaient
éventuellement avoir des enfants et s'en occuper, qui étaient stérilisés. Et donc c'est elle qui a mis en évidence cette chose-là, que j'avais remarqué dans mon travail, qui a été publié un petit peu après, mais qui, comment dirais-je, je l'avais remarqué, mais je ne lui avais pas donné toute l'importance que Nicole Dielerich avait su lui donner. Et notamment, dans les discussions, on se rendait compte que si on appliquait à la société en général les critères qu'on impose aux personnes handicapées mentales, et moi je travaille surtout sur les situations de handicap mental, les personnes handicapées mentales, etc., plus que sur les handicapés moteurs, sensoriels, etc. Si on appliquait à la société en général les critères qu'on impose aux personnes handicapées mentales pour les autoriser à procréer, on stériliserait 50% de la population. C'est-à-dire être dans un couple stable, avoir des revenus suffisants, avoir un logement, avoir un travail, etc. Plus personne ne peut faire d'enfants, à la limite. Il n'y a que les enseignants, finalement, qui s'arrangent pour que la grossesse arrive à terme, pour faire un congé de 6 mois d'affilée, etc. Donc, une espèce de rationalisation, hein, de la procréation, mais qui n'est pas le propre, on pourrait dire, de tout un chacun. Comme on dit à l'île de la Réunion, bon Dieu il donne et nous on prend, hein, si vous voulez. Donc on ne sait pas trop quand arrive ou quand n'arrivent pas les enfants, mais certaines arrivent à planifier ces questions. Rappelez aussi Bernard Mottez, qui était pionnier dans l'étude de l'anthropologie de la surdité, donc en 1981, qui était directeur d'études, directeur de recherche au CNRS. Henri-Jacques Sticker, toujours vivant et actif, et son ouvrage fondamental, donc son corps infirme de la société, qui est le grand classique, c'est l'équivalent de Michel Foucault, on pourrait dire, pour la question du handicap. Et lui emploie plutôt le terme d'infirmité dans un décalage avec les pour pas, comment dirais-je, comme un métalangage pour aborder les questions de handicap, et en référence, bien évidemment, à tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle, et notamment la guerre de 14 avec l'infirmité, l'invalidité, et toutes ces choses-là qui ont constitué le terreau du handicap, et le travail commis avec Chantal Imbert, Livret et Dominique Laval, sur les représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et par les éducateurs, qui a marqué, je crois, effectivement une époque, mais qui révolue maintenant grâce à l'arrivée de jeunes chercheurs dans ce domaine, qui était d'une certaine façon notre incapacité à aborder directement les personnes handicapées mentales elles-mêmes. Et le détour par le regard porté par les entourages sur ces personnes. Mais ça n'est pas uniquement une posture défensive, si vous voulez, c'est aussi une posture scientifique qui vise à chercher à comprendre comment on fabrique, comment la société, comment les personnes, comment les entourages fabriquent le handicap. C'est-à-dire, j'avais une diapo que j'ai supprimée, qui était finalement, qu'est-ce que c'est que le handicap? C'est nous. Le handicap, c'est nous. C'est nous qui créons le handicap, qui créons la difficulté pour certaines personnes d'accéder aux mêmes espaces que nous. Je ne sais pas comment on pourrait descendre ici, par exemple, si on était en fauteuil roulant, je ne sais pas s'il y a une entrée par ici, enfin, un ascenseur, ou enfin, comme on dit, l'accessibilité. Dans l'immeuble où j'habite à Paris, qui est un immeuble des années 30, on a modifié, on a refait l'ascenseur pour le mettre aux normes, donc on a mis le bouton d'appel des ascenseurs à un endroit où une personne qui est debout a du mal à atteindre, mais donc il fallait le mettre aux normes, mais l'immeuble ne permet pas, je veux dire, l'ascenseur n'est pas suffisamment grand pour faire rentrer un fauteuil roulant, et les portes des appartements ne permettent pas à un fauteuil roulant de rentrer. Donc on est effectivement confronté à ces situations. Au-delà des pionniers, donc il y a eu toute une institutionnalisation de la recherche et des sciences sociales autour principalement des sociologues, psychosociologues, anthropologues et historiens, et aussi la santé publique avec Jean-François Raveau. Donc il y a l'association Alter
qui est la Société européenne de recherche sur le handicap, qui organise chaque année des congrès internationaux et qui diffuse la revue Alter, publiée chez Elsevier, donc qui peut aussi héberger des publications de ce groupe, hein, éventuellement, et qui représente vraiment une cristallisation d'un noyau de chercheurs en France et en Europe sur ces questions. Je crois qu'on doit mentionner Jean-François Ravon, qui est un ancien directeur de recherche de l'INSERM, qui a été très important dans le domaine de la santé publique et de l'épidémiologie en matière de handicap, qui a été un des responsables des grandes enquêtes de l'INSEE sur les personnes handicapées, mais qui a cristallisé autour de lui l'Institut fédératif de recherche sur le handicap, la Maison des sciences sociales du handicap et la chaire de l'École des hautes études en santé publique de Rennes sur la participation sociale et situation de handicap. C'est quelque chose qui est, il y a des successeurs maintenant, c'est quelque chose qui est dans le mainstream du domaine des sciences sociales et qui se traduit par l'ouvrage d'Isabelle Ville, Emmanuel Fillon et François Ravon sur l'introduction à la sociologie du handicap de 2014. Donc on voit que le décor est bien planté et qui laisse la place à un certain nombre de changements. Donc c'est ce que je disais, donc on est passé de l'étude des représentations à l'observation des conduites, du travail sur les entourages ou avec les entourages, du travail avec les personnes elles-mêmes, et principalement avec les personnes handicapées mentales, dont on a longtemps pensé qu'elles ne pouvaient pas répondre à des interviews ou à des choses comme ça. Et donc le fait de donner la parole aux acteurs. Alors il y a une nouvelle génération de chercheurs, donc il y a Pierre Brasseur, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, en socio-histoire, il y a Jennifer Fournier en sciences de l'éducation et Lucie Naillac en socio-anthropologie, donc qui renouvellent les problématiques des sciences sociales, qu'on va entendre au cours de ces 2 journées, et surtout, peut-être, last but not least, la participation du mouvement social à ces questions, donc avec le Crédavie qui est pour la liberté sexuelle des personnes handicapées, et l'association APAS, dirigée par Martial Nuss, qui plaide pour le développement de... Alors, je ne sais pas si on dit accompagnement ou accompagnement sexuel, et qui contribue à la formation de ces accompagnants sexuels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des tâches directes avec la sexualité, que ce soit pour faciliter l'activité sexuelle de personnes qui ont des difficultés physiques à se mouvoir ou à se déplacer, ou directement la possibilité de servir de partenaire. Alors, en anglais, on dit surrogate partner, et les Israéliens sont les plus avancés dans le développement de ce type de profession, parce qu'ils sont confrontés à des jeunes handicapés, c'est-à-dire des victimes de guerre, hein, des jeunes gens et des jeunes femmes, pour lesquels ils ont compris que la réhabilitation dans la société passait par une rééducation sexuelle et affective, la capacité d'établir des liens. Donc c'est pas... Alors on voit bien que cette question de l'accompagnement sexuel, qui est un des thèmes importants de ces journées, peut avoir des dimensions différentes. Elle peut avoir, on peut dire, une dimension de réponse symptomatique. Très bien, quelqu'un a envie d'avoir des rapports sexuels, il ne peut pas en avoir, il vit dans un univers où il est isolé, il a les moyens de se payer un partenaire sexuel, il ou elle a un partenaire sexuel. Il y a une autre démarche, qui est une démarche éducative, qui est contribuée au fait que les personnes soient en mesure d'avoir les rapports sexuels avec les personnes qui le souhaitent. Et effectivement, Jean-Luc le rappelait, mais il y a d'autres exemples de personnes extrêmement déficientes du point de vue de la motricité et de la mobilité, principalement, qui ont tous les rapports sexuels avec toutes les personnes qu'elles veulent. C'est donc, comment dirais-je, les déficiences ne sont pas un obstacle insurmontable à la capacité à avoir des rapports sexuels. Donc, ce qui veut dire qu'il y a d'autres aspects qu'il est important de prendre en compte, mais inversement, la psychiatrie américaine considère de la part des valides que l'attirance
pour les personnes mutilées ou handicapées, ça s'appelle des dévotises, et est une paraphilie, une perversion sexuelle. Et ça doit s'appeler l'apotemnophilie, hein, qui mise en parallèle avec l'acrotomophilie, qui est le désir de se faire amputer, hein, pour des raisons érotiques. Hein. Et donc ça, je crois que la psychopathologie, finalement, apporte des informations. Est-ce qu'une personne handicapée a quelque chose en moins, ou est-ce qu'elle a quelque chose en plus? Et ça pose la question de savoir effectivement si le handicap, dans la perspective évoquée par Henri-Jacques Sticker, est quelque chose que la société rajoute sur les personnes pour les handicaper encore plus, comme dans les courses de chevaux, hein, qui est l'origine du terme, une des origines, c'est dans les courses de chevaux, c'est-à-dire c'est pour mettre tous les chevaux à égalité, et on met un poids d'autant plus lourd sur les meilleurs chevaux pour que tous les chevaux arrivent à égalité, en principe, à la fin. Et le dictionnaire rappelle que l'idéal du handicapeur, c'est que tous les chevaux arrivent en même temps sur la ligne d'arrivée. Donc alors, est-ce que les handicapés sont mieux que les autres, et pour les rendre égaux aux autres, donc on les surcharge d'un statut et de préjugés. Donc c'est des questions peut-être auxquelles les juristes apporteront des... où est-ce qu'on est dedans ? 5. Exactement. D'accord. Donc il y a... Comment ? Il reste 47 diapos. Oui, non, mais c'est... Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'idées sur la sexualité, et pour résumer, disons, la nouveauté, disons, de ces quelques années, c'est l'idée que la sexualité est liée au bien-être et qu'elle est devenue une dimension de la santé. Donc, on a rappelé, le ministère de la Santé vient de mettre au point une stratégie nationale de santé sexuelle, mais effectivement, la lecture du programme de cette stratégie fait apparaître que c'est principalement lié à la prévention des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, ce qui limite un peu le programme de la santé sexuelle tel qu'il a pu être développé par l'OMS et par l'Association mondiale de santé sexuelle, la OAS, donc, qui avait élaboré ce concept dès 1974. Donc l'OMS s'en est emparé en 2002 et ensuite en 2006, mais l'OMS, l'Assemblée générale de l'OMS, des États, des gouvernements, n'a pas validé le concept de santé sexuelle. Ça reste toujours une définition de travail. Donc, alors, je ne sais pas ce que ça change du point de vue juridique, mais la même Association mondiale pour la santé sexuelle avait publié en 98 ou 97 une définition des droits sexuels qui a été reprise aussi, qui est en cours d'être reprise par l'OMS et qui est une interprétation de la problématique des droits de l'homme appliquée à la question de la sexualité. Et effectivement, la question, je veux dire, ça a fait l'objet d'un colloque organisé Bruno puis l'année dernière, justement. Est-ce que les droits quelle est l'existence des droits sexuels en droit, et est-ce qu'il est nécessaire de créer une nouvelle catégorie de droits à l'intérieur du champ plus général des droits de l'homme? Je ne dis pas de bêtises. Donc je crois que c'est ces questions qui se posent là, que vous allez traiter autour du droit de créance, du droit A, et compagnie, mais ça pose effectivement la question de l'influence de la société qui va lutter contre les discriminations et avoir une vision positive de la sexualité. C'est-à-dire que finalement, depuis les années 60, on change progressivement de point de vue et on considère que la sexualité, c'est bien. Hein, la sexualité n'est pas... Alors, je m'excuse, mais ce matin, donc, la politique du département, je m'excuse d'être un peu critique par rapport à ce qui a été dit, vous avez mis sur le même plan les risques liés à la sexualité avec les risques liés aux drogues, si vous voulez. C'est comme ça que j'ai entendu.
Mais je crois que c'est effectivement comment, finalement, mais je veux dire, il n'y a pas de vous, hein, je veux dire, même la stratégie du gouvernement enferme toujours la question de la santé sexuelle dans la lutte contre des risques sanitaires, des risques psychosociaux, des risques médicaux, sociaux, etc. Et l'idée, justement, de la santé sexuelle et des droits sexuels, c'est d'aller au-delà de la réponse, finalement, aux risques et aux problèmes liés à la sexualité. Et je crois que bon, je veux dire, la France vient de mettre au point une stratégie de santé sexuelle en 2017, soit plus de 10 ans après que l'OMS se soit emparé de cette question, donc on est sur le bon chemin. Les choses avancent. Alors, justement, 8 minutes. oui, alors, en tant que non spécialiste du droit, donc je constate effectivement que les juristes s'intéressent à ces questions, et notamment la chose intéressante sur laquelle on s'intéresse beaucoup plus aux questions d'assistance sexuelle. C'est ça ce qui occupe l'esprit, mais on a été moins discuté la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2012 qui a annulé la décision d'un directeur d'établissement d'interdire toute relation sexuelle dans son établissement. Et ce qui a été souligné dans cette affaire, c'est le fait que c'était une réglementation qui s'appliquait à tout le monde, alors qu'il est possible d'interdire des relations sexuelles à des personnes en particulier sur la base d'un traitement. On considère, il y a un avis médical qui considère qu'avoir des relations sexuelles, c'est pas bon pour les personnes, ça va causer des problèmes, il va y avoir des maladies, on peut devenir fou en ayant des relations sexuelles, c'est un aspect qui est souvent sous-estimé. Ça c'est possible, surtout dans un hôpital psychiatrique, mais on ne peut pas interdire à tout le monde. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on devrait s'emparer, de la même façon que la charte des droits sexuels développée par l'Association mondiale pour la santé sexuelle et reprise par l'OMS, qui peut servir de document de travail dans un établissement de soins. C'est-à-dire comment ce document, qui n'a aucune valeur d'incitation juridique, comment il peut faire réfléchir les personnes sur leur pratique dans un établissement. C'est-à-dire qu'on peut organiser tout à fait une session de formation, de discuter cette déclaration et de dire comment les droits sexuels sont vécus et mis en pratique, protégés, promus dans l'espace dans lequel on se trouve. Voilà, alors, les psychanalystes, finalement, qui sont absents, sur lesquels il y a un effacement, on peut dire, de la présence des psychanalystes, alors qui est peut-être lié aussi au désintérêt des psychanalystes pour les questions de la sexualité, mais ils y reviennent. Il y a des colloques qui sont organisés sur ces questions. Il y a quelques années, un colloque comme celui-ci sur sexualité et handicap posait la question du désir, et non pas la question des droits, par exemple. Et je crois que c'est quelque chose que je ne vais pas développer maintenant, mais les travaux de Denis Vaginet, dont je vous recommande la lecture, posent bien toutes ces contradictions et surtout posent la question de la subjectivité et du sujet par rapport aux situations, alors à la fois de tolérance, de permissivité et d'interdit finalement. Est-ce que les interdits sont-ils uniquement négatifs? Est-ce que la permissivité n'a-t-elle que du bon, finalement, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais d'essayer d'en analyser les conséquences? Et donc on voit bien qu'il y a une oscillation, disons, entre la question du sujet de désir au sujet de droit. Donc, je conclus en vous présentant ma vieille copine, dont la photo était diffusée dans une revue norvégienne à laquelle je suis abonné, que je ne peux pas lire, je ne peux que regarder que les images. Mais cette photo a un aspect intéressant parce qu'elle met en scène donc une femme. Enfin, on peut supposer que c'est une image. Hein. On ne sait rien du rapport à la réalité de cette image. On ne sait même pas si c'est une femme. On ne sait pas si c'est une personne handicapée. On
On n'en a aucune preuve, on n'a aucun moyen de le savoir. Mais ce qui est mis en scène dans cette image, c'est une femme, et les femmes handicapées physiques sont souvent, on a des attitudes beaucoup plus négatives par rapport aux expressions de leur vie sexuelle que celles des hommes. Et on le voit, le recours à l'assistance sexuelle, pour l'instant, il est plutôt le fait des hommes que celui des femmes, donc il n'y a pas d'égalité. Donc cette femme est mise en scène dans une position liée à la sexualité. Elle est mise en scène aussi dans une position de sexualité non reproductive. Le sadomasochisme n'est pas une forme de sexualité reproductive, c'est une sexualité qui est censée apporter du plaisir. Et troisièmement, elle est dans une position dominatrice, ce qui va à l'encontre des situations, disons, de domination, de subordination, dont les femmes sont l'objet. Je trouvais que cette image peut susciter en tout cas de la réflexion sur les questions qui nous occupent pour les 2 jours qui viennent. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Alain pour ton approche et surtout pour nous remettre effectivement en perspective de l'évolution des termes, des concepts. Nous avons maintenant un petit quart d'heure avant la pause pour répondre, si vous le souhaitez, à des questions. Voilà. Didier Sarel, c'est RPF. Je voulais demander à Madame Lozzi, vous avez dit qu'en termes de vulnérabilité, toutes les personnes en situation de handicap n'étaient pas vulnérables. Est-ce que ce sont toutes les personnes en situation de handicap qui ne sont pas vulnérables, ou est-ce que ce sont les personnes en situation de handicap qui ne sont pas toujours vulnérables? Alors, effectivement, c'est un peu difficile en quelques minutes de résumer une notion aussi complexe que celle de la vulnérabilité. Ce que j'ai omis de dire, c'est que là, quand on parle de vulnérabilité, on s'inscrit dans finalement une des premières vertus humaines, parce que là, aujourd'hui, le focus est fait sur les personnes handicapées ou en situation de handicap. Après tout, on est tous vulnérables parce qu'on est mortels déjà, et on est tous sujets à la blessure. Ce qui est important, me semble-t-il, dans la définition de la vulnérabilité et la mobilisation de la notion, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette notion, elle est tout sauf générale et impersonnelle. Alors c'est difficile de la conjuguer à la règle du droit, parce que la règle du droit se veut générale et impersonnelle. Et si effectivement, pour fonder les politiques publiques et les politiques sociales, on catégorise, et qu'effectivement on va s'intéresser à des catégories réputées vulnérables, que sont les personnes handicapées, que sont les personnes âgées, que peuvent être aussi les familles, toute personne en proie à un des risques sociaux, il ne faut pas oublier que malgré tout, si la catégorisation peut être utile, on ne peut pas postuler que toutes les personnes handicapées sont vulnérables, et lorsqu'elles le sont, elles ne le sont pas toujours. Et c'est vraiment cette relation finalement dynamique que je voulais mettre en avant. Et c'est cette idée qu'on mobilise la notion effectivement pour à la fois protéger différentes fonctions, mais qu'on ne peut pas rigidifier. Et en fait, finalement, il y a un risque de catégorisation ontologique, et se dire que finalement, être en situation de handicap, être reconnu comme handicapé ou se sentir handicapé, ferait courir le risque d'une stigmatisation comme étant une personne particulièrement vulnérable, et donc toujours en besoin de protection, d'accompagnement, etc. Donc je pense que la notion est utile, et elle nous explique pourquoi et comment la législation a évolué. Moi je trouve important effectivement d'insister sur le fait qu'on ne peut pas réduire la personne handicapée à un statut de personne vulnérable. Pour 2 raisons, parce que peut-être elle ne l'est pas, et si elle l'est, c'est vraiment à un moment donné, en fonction d'une circonstance donnée, et au regard d'un environnement donné. Mais malgré tout, cette notion a une utilité, me semble-t-il, pour comprendre l'évolution de la législation. Si je peux me permettre de rajouter, je pense qu'il y a le sens général de la vulnérabilité, la fragilité, et puis il y a le sens juridique, et en particulier dans le domaine juridique, il y a le sens pénal. La vulnérabilité, c'est pour le code pénal une fragilité particulière, une impossibilité de se protéger à un instant donné en raison d'un état de fait qui est la santé, un problème de maladie, une infirmité, un état de grossesse connu ou apparent. Ça peut être très bref,
cette vulnérabilité au sens pénal. Si l'un d'entre nous, si moi par exemple, je fais un malaise hypoglycémique pendant 10 minutes avec une conscience perturbée et quelqu'un me fait des poches ou me viole, je serai violé en situation de vulnérabilité, ce qui aggrave la responsabilité de l'auteur. Je ne suis pas en situation de handicap. Et inversement, si on a parmi nous quelqu'un qui est en situation de handicap cognitif, moteur, mais qui a 20 ans, qui fait 1m90, 100 kg et qui fait du rugby et de la boxe, si quelqu'un vole dans sa poche, ce n'est pas un vol sur une personne vulnérable, parce qu'il n'est pas en incapacité de se protéger en raison de son handicap. C'est une donnée de fait, donc tous les handicapés ne sont pas vulnérables pénalement, et toute personne vulnérable n'est pas en situation de handicap. Merci Bruno. Autre question? Oui, bonjour, Michel Vivianon, maître de conférence ici. Donc il y a un début de réponse lors de l'intervention de M. Géry. Est-ce qu'un handicap égal, on doit avoir une approche différente entre l'homme handicapé et la femme handicapée? Écoutez, la première réponse, c'est de vous dire non, finalement, au nom de l'égalité. Simplement, il y a la question de l'équité, c'est-à-dire que les gens ont des besoins, des besoins différents, et donc à ce moment-là, la question c'est de savoir quelles sont la spécificité des besoins des personnes et comment y répondre. Il y a toute une série de travaux d'épidémiologie, de sociologie, de la santé, qui montrent qu'on sous-estime les problèmes, certains problèmes, notamment le problème cardiaque, par exemple, chez les femmes, et qu'inversement, on ne prend pas en compte, par exemple, les questions reproductives chez les hommes autant qu'on les prend chez les femmes. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités dans les réponses sociales qui sont apportées aux hommes et aux femmes, indépendamment des questions de handicap. Et d'une certaine façon, le handicap rentre dans ces questions des inégalités et des différences de traitement des hommes et des femmes. Je ne peux pas vous en dire plus, à moins que vous ayez vous-même une réponse à ces questions. Ce qui est clair, par exemple, c'est qu'on sait par témoignage, enfin directement, au Crédavis, qu'il arrive de temps en temps que du personnel féminin, infirmière ou aide-soignante, etc., disons, favorise un certain plaisir sexuel à un moment donné, sans que ça soit pour autant un acte sexuel. Enfin, si c'est un acte sexuel, Bruno le dira tout à l'heure. Ça arrive. Bien sûr, c'est caché, on ne le dit pas, etc. Mais quand ça se sait, ça s'accepte plus ou moins. Par contre, imaginons qu'un homme pratique auprès d'une jeune femme en situation de handicap, effectivement. La question, c'est celle du regard d'un procureur sur une situation. Je vais mettre des mots sur les situations. Si on l'a dans l'ouvrage qu'on a fait ensemble, le témoignage d'une maman qui explique qu'elle a un fils de 30 ans qui est totalement paralysé, qui ne peut pas se coucher, donc personnellement, et qui a pendant longtemps décidé de le masturber. Cette femme témoigne, et aujourd'hui, socialement, c'est quelque part un sacrifice, c'est une sainte. Elle va caresser son fils pour soulager des érections, etc. Imaginez la situation inversée. Un papa qui dirait publiquement, moi je masturbe ma fille de 30 ans parce qu'elle ne peut pas se toucher elle-même, etc. Je pense qu'aujourd'hui le regard est totalement différent. Et qu'on serait dans une logique de suspicion d'agression sexuelle, pas ascendant et ayant autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un regard genré sur ces questions de pratique, en particulier sur les pratiques masturbatoires. Si vous remplacez maman ou papa par infirmier ou infirmière, une infirmière qui soulage, comme disait Georges Brassens, le pénis d'un manchot, c'est une sainte. C'était pas une infirmière, c'était une bonne sœur dans sa chanson. Et si c'est l'inverse, si c'est un prêtre qui masturbe une de ses paroissiennes paralysées, c'est aujourd'hui un affreux violeur qui fera l'objet de poursuites et d'un anathème, etc. Regard genré sur des questions qui sont globalement identiques. Bien, et bien comme nous sommes tout à fait dans les temps, il est 11h15, donc nous avons prévu une petite